Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur même de Python pour débloquer des super pouvoirs qui sont en fait cachés à la vue de tous. On va découvrir comment transformer nos propres objets, nos classes personnalisées, pour qu'ils se comportent exactement comme les types de base du langage. C'est parti! On a tous connu ce moment, pas vrai? On passe du temps à créer une belle classe, on instancie un objet, et puis on est un peu déçu. Il ne réagit pas comme une liste, il ne se compare pas bien, on a ce sentiment qu'il lui manque quelque chose de fondamental. Regardez ça, c'est flagrant. À gauche, une liste nous dit tout de suite ce qu'elle contient. C'est clair, c'est utile. Et à droite, notre objet. Il nous donne son adresse en mémoire. Franchement, à part pour l'ordinateur lui-même, cette information ne sert à personne. Mais voilà le truc. Ce n'est pas du tout un bug ou une limitation. C'est en fait une invitation de la part de Python. Le langage nous tend les clés pour qu'on puisse définir nous-mêmes le comportement de nos objets. Et ça se fait via son modèle de données et ses fameuses méthodes Dunder. Vous savez, celles avec les doubles tirets bas? Ok, premier super pouvoir qu'on va débloquer, on va donner une voix à nos objets. Fini l'affichage de l'adresse mémoire qui ne veut rien dire. On va leur apprendre à se présenter, à dire qui ils sont de manière claire et en texte. Alors represented, c'est un peu comme la carte d'identité de l'objet. C'est sa représentation officielle, celle qui est faite pour les développeurs. Elle se doit d'être super précise, sans aucune ambiguïté. Et dans un monde idéal, elle devrait même permettre de recréer l'objet. C'est notre meilleur allié quand on débulle. La méthode underscore, elle, c'est différent. C'est plutôt la version grand public. C'est la description sympa et facile à lire de l'objet, celle qu'on montre à l'utilisateur final. L'objectif ici, c'est avant tout la lisibilité. Et là, il y a une règle d'or à connaître. Si on ne définit que underscore reap, underscore, Python est assez malin pour l'utiliser à la place de underscore str, underscore si besoin. C'est la solution de secours parfaite. La morale de l'histoire? Il faut toujours commencer par implémenter une bonne méthode underscore reap, underscore. Passons au deuxième super pouvoir, le sens de l'identité. On va maintenant apprendre à nos objets comment se reconnaître entre eux. On va leur enseigner à déterminer s'ils sont égaux, non pas parce qu'ils occupent la même place en mémoire, mais bien parce qu'ils représentent la même valeur. Prenons un cas très concret. On essaye de mettre nos objets dans un set pour enlever les doublons, et là, surprise, ça ne marche pas comme prévu. Pourquoi? Tout simplement parce que par défaut, Python n'a aucune idée de ce que doublon veut dire pour nos objets. C'est là toute la différence entre l'opérateur is et l'opérateur equals. L'opérateur is vérifie si deux variables pointent vers le même objet en mémoire. L'opérateur equals, lui, est censé vérifier si deux objets ont la même valeur, et c'est à nous de définir cette logique. Avec la méthode IQWQ, on prend enfin le contrôle de l'opérateur égal-égal. On peut dire à Python, pour ma classe point, deux objets sont égaux si et seulement si leurs coordonnées x et y sont identiques. Et voilà, le tour est joué. Mais attention, définir l'égalité, ça ne suffit pas pour tout. Pour que les dictionnaires et les sets soient aussi rapides qu'ils le sont, ils ont besoin d'une sorte d'empreinte digitale pour chaque objet, un index ultra efficace. C'est précisément le rôle du hash. Et là, on touche à un point absolument fondamental en Python, une règle sacrée. Si deux objets sont considérés comme égaux, alors ils doivent, et j'insiste, obligatoirement avoir le même hash. C'est ce qu'on appelle le contrat de hachage. Il n'y a pas de négociation possible, il faut le respecter. Allez, on passe au dernier super pouvoir du jour, et pas des moindres, le sens de la vérité. On va donner à nos objets la capacité de dire s'ils sont considérés comme vrais ou faux dans un contexte booléen, comme dans une condition if. Ça, c'est le genre de surprise qui peut être agaçante. On crée une collection, on veut tester si elle est vide avec un simple if ma collection. Et le test est toujours vrai, même quand elle est complètement vide. Logique? Pas vraiment. Et c'est là qu'on voit toute l'élégance de Python. Il va d'abord chercher s'il y a une méthode underscore bool, underscore. S'il n'en trouve pas, pas de problème, il regarde s'il y a une méthode underscore len, underscore. Si oui, il se dit « Ok, longueur 0, ça veut dire faux ». C'est seulement s'il ne trouve ni l'une ni l'autre qu'il va, par défaut, considérer l'objet comme vrai. Et le résultat, c'est quoi? C'est un code plus propre, plus lisible, bref, plus intuitif. Un simple test if ma file d'attente fait exactement ce qu'on attend de lui. C'est exactement ça, écrire du code pythonique. Bon, on a vu des méthodes bien spécifiques, mais si on prend un peu de recul, on réalise que l'idée derrière tout ça est bien plus grande, bien plus puissante. Finalement, en quelques étapes, notre objet de base a radicalement changé. Il a maintenant une voix, il a une conscience de lui-même, et il a même sa propre notion de la vérité. Il a acquis de véritables super-pouvoirs. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Les méthodes Dunder ne sont pas des astuces ou des hacks. C'est le contrat officiel qu'on passe avec le langage Python pour que nos objets deviennent des citoyens de première classe, qu'ils s'intègrent aussi naturellement que les listes, les chaînes de caractères ou les dictionnaires.
La porte est maintenant grande ouverte. On peut rendre nos objets itérables pour les utiliser dans des boucles forts. On peut leur faire comprendre ce que signifient les opérateurs plus, moins, multiplier. Les possibilités sont quasi infinies. Alors, la vraie question est, quel sera le prochain super pouvoir que vous allez maîtriser ?